Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Chaque mois, des personnalités, des hommes, des femmes viennent y témoigner de leur conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans l'ensemble des sphères de pouvoir économique, politique, médiatique. Et ce n'est pas une question simplement de justice sociale, c'est au moins autant, et voire surtout, une question de performance, c'est-à-dire de croissance économique, de création de valeur, sans oublier aussi sans doute le fait d'écrire un avenir plus équilibré, parce que n'oublions pas que l'intelligence artificielle joue et jouera de plus en plus de rôles dans justement cette écriture du futur de nos sociétés, et que si cette écriture se fait avec simplement des représentants de la moitié de l'humanité, qui pourrait penser que c'est une bonne chose? Voilà, donc aujourd'hui, pour illustrer tout cela, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Tatiana Jama. Tatiana Jama est la cofondatrice du collectif Sista et également fondatrice d'un fonds d'investissement Sistafund. Et Tatiana Jama était venue en juin 2022 nous parler du collectif Sista. Donc nous ferons un point d'étape sur ce qui s'est passé depuis lors. Viendra ensuite Martine Liotto. Martine Liotto, qui est une ex-banquière d'affaires, une grande dame engagée dans la philanthropie en faveur du développement du leadership des femmes. Et elle est à ce titre présidente d'une fondation qu'elle a créée qui s'appelle la Women Initiative Foundation. Donc Martine Liotto sera notre grand témoin. Et ensuite, je ferai le portrait de Delphine Anton, qui est la directrice générale du groupe Tuan et qui est la 6e génération du groupe Tuan. Donc groupe Tuan qui est une de nos belles ETI très innovante, spécialisée dans tout ce qui est dispositifs médicaux textiles. Voilà. Donc tout de suite, je commence avec Tatiana Jama. Bonjour Tatiana Jama. Bonjour, merci. Ravi. Écoutez, ravi de vous retrouver sur ce plateau et encore merci d'avoir pris le temps de venir alors que vous êtes en plein travail de levée de fonds. Bon, alors je rappelle, je l'ai dit en introduction, je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif Sista et que vous êtes également donc présidente, fondatrice, dirigeante de Sistafund, dont vous allez nous parler bien sûr ensuite. Alors vous avez fait partie, Tatiana, de mes 3 premiers invités. C'était le 4 juin 2022, donc vous voyez, 18 mois déjà, et c'était la première émission de Smart Women, et j'avais souhaité dès le départ mettre l'accent sur ce qui est une anomalie, entre guillemets, importante, le fait que les femmes soient uniquement destinatrices, finalement, de 2 à 3% du montant des capitaux levés en venture notamment. Voilà, donc bon, ce point-là, vous étiez venu en parler lors de cette émission. Je trouve que c'est intéressant, 18 mois après, de faire un constat sur un point d'étape, parce que c'est toujours bon, au-delà de ce qu'on a dit, de voir comment les choses se passent réellement. Et puis après, vous nous parlerez du fond. Alors, première question, donc, où en sommes-nous aujourd'hui de ce fameux funding gap? Que s'est-il passé ? Alors effectivement, on a lancé l'association en 2018, je pense sur un coup de gueule assez sincère quand on a découvert que seuls 2% des financements du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, allait à des équipes 100% féminines. Je pense que il y a eu un vrai avant et un après ce chiffre parce que on n'avait pas de data suffisante pour essayer de comprendre le problème. Et donc quand on n'a pas de data, le problème c'est que chacun donne un peu son interprétation, ce qui n'a pas de sens sur un sujet aussi important. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a structuré cette initiative Sista à travers une association loi 1901. Aujourd'hui, on a 3 grands pôles. Un pôle entrepreneur où on aide les femmes à lever des fonds. On a levé à peu près 200 millions avec elles. Donc, c'est quand même un chiffre extrêmement important et on en est très fiers. Donc, l'idée, c'est qu'on a des cohortes qui sont sponsorisées par un certain nombre d'entreprises. BNP en a sponsorisé, la Française des Jeux, AXA maintenant. Et je pense que c'est un problème extrêmement efficace parce qu'on ne fait que ça. On les aide à lever des fonds. On a une communauté d'investisseuses qu'on aide aussi à monter en termes de carrière et créer un échange entre pairs, puisqu'il y a peu finalement de network, alors qu'on sait que le réseau est fondamental et que les femmes en manquent. Donc on a une communauté d'investisseuses et on a aussi, on travaille beaucoup autour de la data, puisque c'est notre angle, se dire qu'il faut mesurer les femmes, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent.
On viendra d'ailleurs, on parlera un petit peu du baromètre en termes justement de data. Je rappelle simplement que vous aviez donc fait, le collectif a fait signer une charte. Tout à fait. Cette charte était assez fondatrice puisque les 300 fonds d'investissement, en quelque sorte, ont signé la charte en question, à la fois pour la mixité des équipes et la mixité des entreprises accompagnées. Donc, Tout à fait. Enfin, c'était effectivement assez structurant dans notre histoire, puisque l'idée était de se dire comment est-ce qu'on fait pour collectivement arriver en 2025 à faire en sorte que les fonds d'investissement aient dans leur portefeuille au moins 25% d'entreprises avec au moins une femme cofondatrice. Donc ça, c'est l'objectif. On commence à arriver quand même très très près de 2025. Alors justement, et donc les chiffres, je pense, vont sortir bientôt. Et forcément, il y a du bon et il y a du mauvais, mais je pense qu'on n'est pas du tout là où on espérait être, malheureusement. Ce qu'on remarque, c'est que les équipes féminines sont toujours aussi peu financées. Par contre, il y a un petit plus sur ce qu'on appelle les équipes mixtes ou gender balance, où il y a au moins une femme cofondatrice. Donc, c'est des équipes hommes-femmes, sachant que c'est la catégorie qui nous intéresse tous, puisque l'idée, c'est de se dire que la diversité est facteur de performance. C'est l'équilibre qui est important, bien sûr. Tout à fait. Et donc on avance avec les fonds d'investissement à travers notamment ce qu'on appelle les Inclusive Hours, où ils vont ouvrir les portes de leurs fonds à des femmes pour essayer de faire comprendre ce monde qu'est le venture capital et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui lèvent des fonds. Donc on a pas mal d'initiatives dans ce sens-là et on espère que les chiffres seront petit à petit un peu meilleurs. On sent ce que vous dites que le chemin est long. Le chemin est long. Il est assez abrupt, mais absolument, et donc on va y arriver. Alors justement, le baromètre que vous faites tous les ans, puisque votre mantra, c'est « il faut compter les femmes pour que les femmes comptent », et c'est un très beau mantra. Donc vous faites un baromètre annuel avec le BCG. Que donne comme enseignement la version de cette année ? La version, oui, c'est vrai que c'est cette année. La version qu'on a sortie il y a quelques mois montre qu'effectivement, encore une fois, si on compte les équipes femmes et les équipes mixtes, on est plutôt autour de 20%. Ces résultats-là. Voilà, et donc c'est là où on voit une nette amélioration. Et c'est finalement assez positif, parce que ça veut dire que les entrepreneurs femmes et les entrepreneurs hommes ont envie de travailler ensemble. Travailler ensemble, ce qui nous arrange évidemment, puisque encore une fois, ce qu'on veut, c'est accélérer l'égalité homme-femme à travers l'accès du financement et le fait d'avoir plus de diversité dans les équipes. Alors, vous avez depuis lancé, vous avez continué sur votre action, donc vous avez lancé le fonds Sistafunds. Alors, en quelques mots, où en est-il ? Quels sont les objectifs ? Alors, l'objectif a toujours été d'atteindre une taille critique de 100 millions d'euros. Donc, l'idée, c'est de lever un véhicule de 100 millions d'euros pour financer des équipes féminines, mais aussi des équipes gender balance, puisque la mission du fonds, comme la mission de Sista, est d'accélérer l'égalité homme-femme à travers l'accès au financement et le renforcement du pouvoir économique de ces femmes. Qu'aujourd'hui, on est une équipe chez Sista Fund de 7 personnes. J'ai une managing partner qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Isabelle Gallo, qui est une jeune femme extrêmement expérimentée dans le venture. Et on a investi dans 6 incroyables sociétés. Je pourrais vous en parler des heures. Mais on n'a pas des heures. Mais juste pour... Donc d'un côté, on a fait un premier closing avec la FDJ, la BNP, L'Oréal comme corporate et beaucoup d'entrepreneurs engagés. On fait un deuxième closing qui arrive bientôt avec beaucoup d'acteurs institutionnels. Et en tout cas, tout se passe très bien parce qu'on a un fonds, une équipe, des entreprises incroyables. Et puis surtout, on remarque que contrairement à ce qu'on nous disait, on a un deal flow absolument exceptionnel. C'est intéressant parce que c'était le sujet. C'était l'un des sujets, effectivement. On manque de vivier alors que clairement le vivier n'est pas du tout un sujet. Bon, mais c'est très bien. Bon, mais écoutez, on va se donner rendez-vous donc dans encore 12 ou 18 mois pour faire le point. Donc vous allez continuer. Mais bon, c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination, mais c'est pas gagné. Donc il faut continuer. Donc on va vous laisser continuer à travailler. Mais merci, avec plaisir. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Bonjour Martine Lieutot. Bonjour. Bon, j'ai vraiment un grand plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Vous qui menez une action discrète en termes de communication, mais ô combien résolue et efficace dans les faits, donc justement l'accompagnement philanthropique du développement, du leadership des femmes. Bon, donc, alors je l'ai dit dans mon introduction,
vous avez derrière vous une carrière très réussie de banquière d'affaires, donc vous avez gravi des échelons nombreux, vous allez nous en parler un petit peu, mais il y a une dizaine d'années, vous avez décidé, selon le terme élégant, de rendre à la société, entre guillemets, en fait, d'avoir une action philanthropique sur le thème qui vous intéressait, qui était donc l'accompagnement justement de la promotion des femmes dans le monde économique, donc à la fois au niveau entrepreneurial ou au niveau des salariés de groupes plus importants. Et c'est là que vous avez créé votre fondation, donc Women Initiative Foundation, dont vous êtes toujours la dirigeante et qui a depuis grandi. Vous allez nous en parler, bien évidemment. Alors, je voulais commencer par la première question, parce que comme vous êtes notre grand témoin, je veux bien sûr vous demander, puisque vous avez fait un parcours de très haut niveau dans un milieu financier qui est encore, mais qui était surtout énormément au départ, très masculin. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les évolutions que vous avez pu constater sur le comportement global en face de femmes dans le monde financier ? Alors, c'est de la banque d'affaires dont j'étais. Encore je suis pire, rentrée. si on peut dire. Oui, mais c'est peut-être celle qui a le moins évolué. Oui. Je suis rentrée en fait grande stagiaire à la Banque de Suez, qui était la première femme grande stagiaire. C'était donc il y en avait 20 par an dans tout le groupe Suez, et donc ça a été à la fois une chance parce que comme j'ai été évidemment seule. On attendait peu de choses de moi a priori, mais enfin j'étais visible. Voilà, bien sûr. Voilà. Et donc en fait ça a très bien évolué puisque je suis devenue assez rapidement directeur de banque, après associé de la partie banque d'affaires du groupe Suez, et j'ai démissionné en fait au moment où j'allais passer présidente de la banque d'affaires du groupe Suez. Alors pourquoi ? Parce que je voulais créer ma propre institution. Entrepreneur. Voilà, j'étais entrepreneur dans l'âme et que donc je voulais avoir une société qui en fait ressemblait aussi à mes valeurs, mais qui était aussi les valeurs de la banque Indo-Suez, puisqu'elle était devenue Indo-Suez. Et donc c'était une banque qui était très intéressante parce que c'était une des deux banques d'affaires à l'époque de Paris, puisqu'il y avait la banque Paribas et puis le Challenger qui était la banque Indo-Suez, une banque très dynamique. Alors le fait d'avoir été, je dirais, seule longtemps, d'abord m'a donné après le goût de la diversité, parce que, alors j'en ai pas tellement souffert dans la mesure où j'avais 3 frères, moi. Donc j'étais une moyenne entre le plan familial et le plan... J'étais entourée d'hommes, mais je dirais que ça, comme c'était des grands groupes, on ne m'a pas fait de cadeaux et je n'ai pas eu de relations données, et donc je les ai ouvertes. Bon. Et alors je dirais que c'est une question d'attitude en fait, bien sûr. Puisque voilà. Bon, donc détermination, résilience et puis positivité. Confiance en soi, positivité. Oui, et puis le fait de se penser être un actif et essayer de toujours servir l'institution et les équipes. Les équipes, c'est important. Très bien, bon, bel exemple de réussite. Donc venons-en à la fondation. Donc, alors expliquez-nous ce qu'est votre fondation, quels objectifs elle poursuit et où elle en est. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais néanmoins pour situer cette action formidable. D'aller vite. Alors je l'ai créée en 2009, en gros, cette activité philanthropique. L'idée, c'était 2009, c'était l'époque des quotas. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les conseils d'administration, que ça n'avait pas beaucoup bougé, et pas beaucoup de femmes entrepreneurs, moins de 10%, et pas beaucoup de femmes qui arrivaient quand même à des niveaux importants dans les sociétés industrielles et de services. Oui. Et donc, j'ai décidé, en fait, de faire une action avec des anciens à l'époque, des anciens de Stanford, hommes et femmes. C'est important pour moi, pour développer en fait, pour essayer de multiplier les viviers à la fois d'entrepreneurs, mais pas des débutants après 3 ans minimum, et puis des femmes dans les affaires et dans les entreprises. Et ça a été donc le début de très axé sur 2 types de programmes. En plus des recherches et du networking, les programmes de mentoring, auxquels moi je crois beaucoup, suivre des femmes, les aider à réussir comme entrepreneurs en leur apportant un regard de mentor homme ou femme, mais qui peut les aider à comprendre mieux les entreprises, à trouver les passes de succès, enfin les chemins de succès, puis se connaître mieux et savoir où on veut aller. Et puis, alors ça, je les ai développés un peu partout dans le monde, puisque en Asie, aux États-Unis, en Europe, on a ce type de programme. Et puis, les programmes de leadership, parce qu'au fond, souvent, les femmes il faut absolument, pour avoir ce vivier,
leur apprendre des bases importantes de leadership, et je les ai développées dans le monde entier avec les meilleures universités du monde, Stanford, Berkeley, McGill, National University of Singapore, Paris-Saclay, Centrale Supélec. Donc on a 13 programmes mondiaux. 13 programmes, donc c'est absolument 500 remarquable, femmes dans de haute nos, qualité. 500 femmes dans nos programmes. 500 femmes. Par an. Ah oui, par an. Oui, alors, par an, donc ce qui veut dire que vous avez déjà atteint un nombre assez important de femmes touchées. Donc non, c'est absolument remarquable. Alors justement, comme vous développez tous ces programmes avec le monde universitaire, le monde des grandes écoles, que vous connaissez de façon intime en quelque sorte, il y a aussi un sujet, on le sait bien, qui est en France notamment l'insuffisance de filles dans les filières scientifiques justement. Alors, de votre connaissance et de ce que vous voyez, comment peut-on faire pour renverser ce déséquilibre qui est aujourd'hui constaté, connu, mais néanmoins qui n'a pas encore basculé dans le bon sens? Oui, alors d'autant qu'il n'a pas basculé dans le sens général non plus. Ouais. Vous avez vu que le classement PISA nous met 26e dans les mathématiques, et moi qui suis dans le comité d'orientation stratégique de la plus grande université mathématique, qui est Paris-Saclay, ça me touche profondément. Donc déjà, il y a un problème global, et je crois que notre ministre est en train d'y répondre bien. Il a bien pris conscience et d'y répondre assez bien. Hier était assez positif vis-à-vis de ça. Oui. Alors après, se heurte, vient s'ajouter le problème des femmes, et qui en effet, il n'y en a pas assez. Je crois quand même que rendre plus concrètes les mathématiques va aider quand même. Oui. Il y a deux choses qui peuvent aider. Pour moi, il y a le fait d'avoir des rôles modèles de femmes scientifiques et de les montrer et d'expliquer simplement le type de carrière. Et ça, j'ai écouté notre dernière médaille Field, Hugo Duminil, copain, et il disait qu'en fait, une de ses nièces qui était très bonne en mathématiques, avait passé un week-end de mathématiques, et elle s'était rendue compte que dans le quart, il y avait des jeunes de 15 ans comme elle qui étaient des hommes, et quand elle est revenue, elle voulait plus faire de mathématiques. Pas parce que le week-end s'était mal passé, mais parce qu'elle se voyait pas. Donc ça, je crois qu'il a raison. Le rôle modèle, c'est important, mais il y a aussi, je crois, qu'il faut accompagner. Il faut accompagner plus fort encore les femmes à partir du niveau, je dirais, du collège. Évidemment, je suis intéressée par ce qu'il dit sur les CP, également CE1, primaire, bien sûr, le primaire joue aussi, parce bien que sûr. je suis grand-mère, mais je pense que c'est très très important de les accompagner, et je dirais que les élèves des grandes écoles scientifiques peuvent devenir des mentors des jeunes femmes dans les lycées, et ça, on en aura plus si on fait ça. Voilà, écoutez, vous voyez, on voit bien avec l'intervention de Tatiana Jama, on a vu à quel point il fallait continuer sur le sujet justement des femmes dans la tech et du financement qu'elles pouvaient trouver. Et avec vous, Martine, on voit à quel point il faut également continuer des actions. Bon, mais nous sommes là pour ça, et cette émission est faite pour les montrer, pour les valoriser. Merci beaucoup. Merci de votre action. Merci, Martine. Bonjour Delphine Honton. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, Delphine, vous êtes la directrice générale, alors aux côtés de votre mère Elisabeth Ducoté, qui en est toujours PDG du groupe Tuan, qui est un pionnier donc des dispositifs médicaux textiles innovants. D'ailleurs, si on veut employer le terme anglais, je crois qu'on peut qualifier de medwear tech. Donc voilà, ça fait très technique, mais c'est bien ce que vous faites avec beaucoup de brio. Alors si j'ai souhaité vous interviewer, c'est que je trouvais assez passionnant de montrer à quel point une transmission familiale pouvait aboutir à créer ces fameuses belles ETI, entreprises de taille intermédiaire, dont notre pays a besoin et dont nous manquons, puisque vous êtes, vous, la 6e génération aux commandes. L'entreprise, le groupe a été créé en 1847, donc un beau bail. Et j'ajoute que j'ai trouvé plaisant en plus de donner à voir et à entendre une transmission mère-fille, sachant que il y avait eu la même chose auparavant, parce que on est dans ce processus de transmission, et c'est plaisant parce qu'en général c'est une transmission père-fils. Et vous avez un frère, et pourtant, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Bon, donc très bien. Alors, je voulais commencer par bien comprendre le début de l'histoire. Donc, vous n'avez pas démarré dans le groupe Tuan, donc dites-nous en quelques mots, parce qu'on viendra après sur le groupe, mais en quelques mots, ce que vous avez fait avant de rejoindre le groupe, et comment vous l'avez rejoint, quels ont été les déclics.
Alors, je dirais que c'est une succession de choix, en fait. Et le premier choix, c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire le choix de ne pas être dans le groupe en premier lieu, dans l'idée que j'avais, en tout cas, à cœur d'être en présence d'un environnement professionnel qui n'était pas celui de l'entreprise familiale, pour pouvoir évaluer, je dirais, mon propre parcours, sans être dans un contexte qui est particulier, qui est celui d'une entreprise familiale. Et donc ensuite, le deuxième choix, ça a été de rentrer effectivement dans ce groupe familial, mais surtout de rentrer dans un endroit qui était à ma place, puisque je suis rentrée en tant que RAF. Vous êtes rentrée en 2007, hein, c'est ça ? En 2007, exactement, suite à 6 ans d'audit, donc dans un des Big Four. Bien formé. Effectivement, une école exceptionnelle. Et donc, rentrer effectivement à ma place, c'est-à-dire en toute légitimité, était un moment important pour moi. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs, c'est le fil rouge de mon parcours, c'est de me dire que dans tous les choix et dans tout ce qui a été les étapes qui ont suivi, d'être en présence par rapport à quelque chose qui est légitime. C'est très important. Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, vous avez été nommée directrice générale en 2020, si je ne me trompe pas, mais vous avez effectivement occupé plusieurs fonctions auparavant, et c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre le groupe et puis d'obtenir cette légitimité dont on a besoin. Alors, présentez-nous justement le groupe Tuan, parce que j'en ai dit juste un mot très rapide, mais parlez-nous du groupe aujourd'hui. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, mais parlez-nous d'aujourd'hui, puis après on verra le futur. Alors, comme vous le disiez, c'est ce que j'appelle une belle ETI, c'est-à-dire un groupe qui, effectivement, a des racines très fortes en France, puisqu'on a une très forte présence, je dirais, à travers 4 usines en France, et puis tout un centre logistique, toute notre R&D, nos achats, un pôle à Saint-Étienne qui est extrêmement puissant et fort, mais avec la vocation d'être un groupe mondial. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs dessiné, puisqu'on a passé le cap d'une activité de chiffre d'affaires qui est supérieure à l'international que celle qui est réalisée en France, avec une présence européenne d'abord, des filiales en Europe, et puis 4 filiales aux États-Unis maintenant, qui sont le fruit de plusieurs acquisitions, et puis aussi une distribution qui se fait à travers des distributeurs dans le monde, donc une centaine de pays qu'on adresse à travers des distributeurs. Donc c'est au final 2600 personnes qui travaillent avec nous, 15 usines dans le monde, et puis effectivement une volonté de continuer à je dirais, poser des drapeaux, que ce soit en Asie, en Afrique, dans le Moyen-Orient, parce que c'est notre vocation, c'est de pouvoir adresser de plus en plus de patients dans le monde. Et alors le groupe Tuan, parce que tout le monde connaît, pas tout le monde connaît le nom de Tuan, mais tout le monde connaît les produits, parce que ça en sert. Alors citez-nous quelques produits emblématiques pour qu'on voit ce qu'il en est. Alors on va se placer dans ce qu'on a. Nous, on adresse les pathologies, c'est-à-dire nos 4 pathologies majeures. On va parler du dos, de tout ce qui est pathologie autour du dos. On va parler de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc, on va appareiller des patients avec des genouillères, des chevillères, des outils pour l'épaule, etc. Et puis, deux pathologies qui sont importantes pour nous, qui sont toutes les pathologies autour du veineux, donc avec des bas de contention. Et enfin, la lymphologie, qui est une pathologie qui est mal connue, mais qui est pourtant très répandue et qui vient, je dirais, sur lequel on vient accompagner avec des solutions de compression. Donc ça, c'est nos produits. J'ai entendu, parce que c'est toujours amusant de citer un chiffre, j'ai entendu, vous allez me confirmer s'il est exact, j'ai entendu que par an, vous produisiez 5700 kilomètres. C'est bien ça, de textile. Exactement. C'est impressionnant quand même. C'est bon de savoir que tout ce que vous venez de décrire, 5700 km, moi j'ai trouvé ça impressionnant, effectivement. Et si on parle de chiffres plutôt de produits, on vient appareiller 5 millions de patients par an. Donc on est effectivement sur une présence auprès des patients qui est une belle présence et qu'on veut continuer bien sûr à Et vous avez également beaucoup d'innovations, parce que les dispositifs par an, vous en sortez également un certain nombre. Entre 30 et 40 nouveaux produits par an. 30 et 40 nouveaux. Donc on a une exigence d'innovation qui est très forte. On investit jusqu'à 4% de notre chiffre d'affaires dans les équipes R&D, dans des ressources R&D, pour bien sûr rester toujours à la pointe et arriver à ce que le patient vive ces pathologies de la meilleure façon possible. Très bien. Alors les défis aujourd'hui? Ils sont nombreux, mais c'est ce qui fait que vous êtes là pour ça. Donc, Exactement.
Et donc les défis, on va être sur plusieurs transformations qui sont nécessaires et sur lesquelles on investit et on s'investit tous les jours. C'est la transformation autour du digital, parce que la santé digitale est encore à écrire. Il y a beaucoup d'épisodes à écrire et on est bien sûr le plus en présence de cette santé-là. On va bien sûr relever les défis du RSE, qui est un énorme défi. Un sujet global. Global, bien sûr, sur lequel on peut se dire, quand on vient parler du textile, on sait qu'on a des défis très importants et qui sont encore plus conséquents quand on est industriel du textile. Et après, on va bien évidemment être, je dirais, sur des défis qui sont plus dans nos activités autour de comment on accompagne les évolutions des systèmes de santé. On sait que les systèmes de santé sont à réinventer. Et en quoi, nous, apporteurs de solutions... Donc c'est la contribution que vous avez aux évolutions. Aux évolutions et comment nous, solutions, sont acteurs dans le fait d'être en prévention sur les pathologies aussi bien qu'en traitement. Et quand on fait de la prévention, on vient éviter qu'un patient tombe malade, ce qui, en soi, est une solution sur les équations économiques des systèmes de santé. Donc, c'est un élément de réponse qu'on apporte, nous. Absolument. Donc ça, ce sont les 3 grandes thématiques que vous avez en termes de défis. Bon, sachant qu'on l'évoquait ensemble quand nous avons préparé cette émission, vous avez, comme tout le monde, entre guillemets, les défis de ressources humaines qui sont toujours là. Donc évidemment, pour revenir, parce que je sais que le sujet vous intéresse tout particulièrement, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui vous a aussi donné envie de rejoindre le groupe, parce que vous êtes très passionné par la santé, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'était intéressant quand vous dites que dans le domaine de la RSE, qui est un vaste sujet, vous êtes sur les deux des domaines qui sont les plus sensibles, puisque vous êtes à la fois sur le textile et l'industrie des textiles. Il y a beaucoup de choses à en dire, d'ailleurs, de bien, dans les progrès qu'elle peut connaître par rapport à l'image que l'on en a parfois. Bien sûr. Avec des mauvais côtés, mais qui sont ailleurs éventuellement. Et puis après, l'industrie de la santé. Et que donc les deux sujets étaient 2 sujets éminemment chauds, entre guillemets. Alors, challenging. Voilà. Alors, en quelques... Vous m'avez cité, vous m'avez dit, oui, parce que vous voyez, on ne peut pas utiliser un dispositif, on ne peut pas le réutiliser. Donc, par exemple, bon, alors, voilà. Exactement. C'est vrai que la santé... Et on peut le comprendre, est frileuse dans le fait de pouvoir réutiliser une solution, un dispositif qui aura déjà été utilisé. Il faut savoir que nous, on a travaillé sur ces sujets-là. On a des solutions qui permettent de réutiliser avec un cycle qui permet justement de laver et de s'assurer que, avec des cycles qui permettent de faire en sorte que le patient puisse réutiliser son produit et justement d'être dans un cycle vertueux. Mais il faut pour ça être accompagné, il faut pour ça avoir des zones où on peut tester en milieu hospitalier. Et c'est là où parfois on est confronté à des challenges. Alors on continue à pousser, puisqu'on on est en test avec un hôpital à Lyon qui nous accompagne et qui va tester le fait de réutiliser nos solutions. On a monté un partenariat pour pouvoir prouver que c'est possible et donc apporter ces solutions-là aux autorités de santé et justement faire avancer les sujets du RSE. Non, c'est très important et je trouve très intéressant la façon dont vous en parlez, parce qu'effectivement, au départ, on ne pense pas nécessairement à ce point de la réutilisation du dispositif, et pourtant, ça fait partie également des sujets à regarder. Bien écoutez, je vous remercie. C'était un petit peu court par rapport à tout ce que vous pourriez nous raconter sur le groupe Tuan et sur ce que vous vouliez y faire, mais néanmoins, c'était très intéressant, je vous remercie. Bon, écoutez, notre émission est terminée, donc à nouveau, j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter et je vous donne rendez-vous à notre prochaine session. Merci.